Pendant de nombreuses années, comme jeune adulte, parfois, voire souvent rongée par les angoisses et la peur de me confronter à la vie, je n'avais pas d'autre solution pour m'apaiser qu'un enfermement de protection, entre les quatre murs de ma chambre. Un enfermement qui devint à la longue toxique, me coupant des gens et du monde, me rendant à ce qu'il y a de plus terrible dans la solitude, ce besoin d'être comprise, écoutée et considérée, et surtout ce grand besoin de partager. J'avoue avoir construit un lot incroyable de réponses pour calmer les moments de crise. Certaines solutions pouvaient paraître plus compulsives les unes que les autres. En tout cas, elles correspondent chacune à des types de malaise différents, de l'inquiétude aux angoisses profondes. Commençons par une des solutions les plus classiques que beaucoup de personnes connaissent, manger. Manger trop ou trop peu a été l'un des remèdes les plus apparents que j'avais utilisés. La nourriture que j'ingurgitais, sans besoin, m'avait valu un plus 10 kilos vers mes 18-19 ans, alors que 5 ans plus tard, frôlant l'anorexie, j'écartais les aliments telle une Vénus en pleine disette. D'un côté, cela m'avait valu de grandes variations de poids complètement inutiles, et puis d'un autre, je me suis intéressé comme jamais à la nutrition, en termes de valeur. Mes connaissances se sont additionnées, faisant de moi aujourd'hui une savante sur le sujet, d'autant plus que, depuis, de graves allergies se sont déclarées. Les jeux vidéo. J'ai passé des soirées entières, que dis-je, des nuits sur les jeux vidéo, que je piquais d'abord à mon frère. Oh, c'était des jeux simples, parce que c'était le début. Et je me rappelle très bien, parfaitement, ce doux sentiment de paix ressenti au moment même où je me mettais au lit, alors pile où je ne devais plus rien à personne. Je prenais alors la Game Boy en main, parfois jusqu'au matin. Mon corps se relâchait d'abord, heureux de cet exquis apaisement pour finir sans vie, sans matière. Seul mon esprit était encore vivant, comme branché malgré lui à la vie. Et avec le jeu, je m'hypnotisais tant qu'il m'arrivait parfois de m'endormir sur ma partie. J'avais fait de même avec l'usage des films que je regardais en série ou avec la musique, écoutant autant qu'il le fallait pour écarter mon discours intérieur, invalidant, maltraitant. De façon moins ponctuelle, je veux dire quasiment quotidienne, me balancer ou compter reste une de mes spécialités pour me calmer. Me balancer à un rythme régulier, me manger la joue avec la même allure, compter les carreaux, les lignes, les pas, et même compter pour rien, a été et reste une solution. Dans le même style, je veux parler du rythme nécessaire. Je garde une manie symptomatique de conserver et d'accumuler, bien que je nourrisse aujourd'hui de véritables limites, que je choisis dès que je vois que je suis capable de déborder. Je fabrique ainsi des séries, comme des notes de musique sur une partition. Les objets prennent alors leur place, une place, telle une mise en scène digne des plus grands spectacles. Oh, inutile de bouger l'un d'entre eux, je le verrai, parce que chacun a sa place, et le tout raconte quelque chose d'important pour moi. L'ensemble matérialisant un véritable équilibre. Et si je me sens mal, je me connecte en silence à cette scénographie, la dépoussiérant aussi, par exemple, pendant une crise de ménage. Je veux préciser que tous ces comportements, c'est-à-dire manger, jouer, compter, organiser ma vie matérielle, n'étaient pas franchement des solutions, juste des comportements capables d'atténuer mes fragilités. Je me suis dit à un moment qu'il valait mieux que je me tourne vers des choses un peu plus lourdes. Alors vous allez sourire, parce qu'il ne s'agit que de thérapie, on va dire, douce, auriculothérapie et sympathicothérapie. Alors l'auriculothérapie se fonde sur l'idée que l'oreille, en sa surface, reflète le corps entier. Et cette thérapie consiste à stimuler certains endroits par le moyen d'une aiguille, comme en acupuncture, pour réguler, soigner certaines pathologies dont la douleur, les addictions, les troubles anxio-dépressifs. La sympathicothérapie, quant à elle, par l'exercice d'un petit stylet que l'on introduit dans le nez, stimule certaines zones
du nez, permettant de soulager certaines pathologies principalement liées au stress, corrigeant notamment les déséquilibres du système nerveux végétatif. Ces actes médicaux, soit dit en passant, ancestraux, m'ont beaucoup soulagé en apaisant mon corps. Un temps seulement. Parce qu'il faut vous dire que je n'en parlais à personne. Et là a été ma double peine. Par la peur de la peur et effrayée par ce qu'on pourrait penser de moi, peur des jugements, je ne dévoilais rien de ce marécage flippant. En fait, je n'avais pas vraiment d'amis et j'avais réellement confiance en très peu de gens. J'avais déjà le sentiment prégnant d'être quelqu'un de bizarre, de pesé, de trop en demander. Alors échanger sur mes angoisses était carrément impossible. Oui, je me cachais la plupart du temps, en étant tantôt intéressante, d'autres fois drôle, que sais-je, parce que je devais paraître bien, forte, confiante, heureuse, même si pendant toutes ces années, rien de cela je ne connaissais. Et quel dommage pourtant, cela m'aurait permis de gagner du temps, beaucoup de temps. Mais j'avais trop honte, même pour me déplacer chez le psy. Et je me contentais de lire encore et encore tout un tas de bouquins jusqu'à trouver un semblant de réponse. C'est la fatalité qui s'en est chargée. Une terrible pneumopathie qui a failli écourter ma vie m'oblige à un long coma pendant lequel je vis les pires cauchemars. La guerre, les éboulis, la bande de Gaza, la tromperie, les amputations répétées, la maltraitance. À mon réveil, terrifié par l'épreuve qui avait tant duré et les images émotionnellement enregistrées, je me tourne vers l'EMDR. Qu'est-ce que l'EMDR? L'EMDR, c'est un procédé neuro-émotionnel déclenché par les mouvements oculaires. Il permet de dépasser des vécus traumatiques non digérés, responsables de divers symptômes, parfois très invalidants. Elle est reconnue dans le traitement du trouble du stress post-traumatique. On peut alors soigner des séquelles traumatiques, même de nombreuses années après. Un de mes fils, à cause d'un traumatisme scolaire, avait eu affaire à ce mécanisme. Je le connaissais, j'avais confiance. Je m'en suis immédiatement remise et je n'ai plus quitté la psy, enfin je veux dire la psychologie, commençant par là même une thérapie. Alors, accompagnée, j'ai entamé et affronté de longues conversations avec moi-même sur tout ce qui dysfonctionnait dans ma petite vie, accumulant les observations sur mes comportements intimes. Je révélais alors régulièrement au thérapeute mes anxiétés et confessais ce que j'appelais alors mes bizarreries, celles dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Je dois avouer que de déposer ainsi ma vie et visiter régulièrement ce sombre brouillard m'a fait beaucoup de bien. Je me rendais compte que je n'étais pas cinglée. Je devenais active, volontaire plus que jamais, et j'avais l'heureuse satisfaction de changer ma vie. Ou bien sûr, vous le savez, je l'avais déjà fait, changer de vie, et même 15 ans avant. Mais il me semble juste que, sans le vouloir, force est de constater que certains moments de son existence fichent le camp, s'effacent de nos mémoires. Au même moment, je suis présentée à une autre discipline, la sophrologie. Par la respiration et les mouvements répétés, je commence alors à contrôler mon état anxieux et à accéder à une certaine sérénité. Mais surtout, pour la première fois, je sais ressentir et définir les contours de mon corps. Bien sûr, j'étais capable de ressentir par ma peau, de sentir une caresse, une pression, mais à aucun moment je n'avais conscience de mon enveloppe, et encore moins de l'intérieur de mon corps. Cette découverte a été fondamentale pour comprendre certaines limites et me distancier, me dissocier naturellement des vibrations ambiantes. De plus, en apprenant à être ancrée dans le sol, j'apprenais à être là, bien présente. À partir de ce moment, je n'étais plus cette machine infernale que l'on appelle cerveau. Le cerveau qui dirige le tout,
Mais comme à part égale, la tête et le corps définissaient ensemble les réalités physiques et émotionnelles. Par exemple, en cas de déréalisation, me définir par mes contours m'a permis d'éloigner les affres de ce cauchemar vivant. Parce que, à ce moment, je pouvais me délimiter corporellement, je n'étais pas dans un rêve, mais bien dans la réalité. Depuis, je développe mes perceptions et crée ma vie par le recours de l'hypnose. Celle-ci m'aide à dépasser mes peurs et à développer mes moyens en m'ouvrant la porte de l'intuition. Mon cerveau est alors beaucoup moins sollicité et j'évite les nœuds et les chemins mentaux sombres et comblés et laisse la magie opérer. Je peux alors me concentrer avec sérénité à mon corps et aux informations qu'il me donne. Bien sûr, cela m'a demandé du temps et beaucoup de lâcher prise. Et un peu d'enseignement. Néanmoins, les réponses favorables ont été si immédiates que force a été de constater qu'il n'y avait pas de voie plus intelligente jusqu'à présent. Maintenant, vous allez me dire qu'avec tout cet arsenal d'expériences probantes, tout va bien dans le meilleur des mondes. Plus d'angoisse. Eh bien non. Tout ceci ne suffit pas. Pour être bien, en paix et surtout pour ne pas se laisser envahir par l'anxiété, il me faut respecter un cadre bien précis. Je m'explique. J'appelle cadre un ensemble de repères définis, ergonomiques, par lesquels pourront fermenter favorablement, positivement, ce qui me fait. Ce cadre est comme une somme de rassurance capable de maintenir ce fragile équilibre. Alors, quelles sont ces rassurances que je suis obligé de respecter pour garantir ma paix intérieure? Notez bien que dorénavant je parle au présent, parce que ces repères sont encore fondamentaux à l'heure actuelle. Eh bien, ces repères sont entre autres le repos, la possibilité de me replier sur moi-même, loin du monde et de son brouhaha, dans un lieu à moi, dans lequel je me sens à l'abri, en sécurité. Il est toujours d'actualité de bien manger, de me donner à des intérêts spécifiques, d'écrire quotidiennement, de créer, de comprendre le monde. Ce cadre est structurellement fondamental, absolument pas négociable. À cet endroit, je me sens protégé et je peux construire ma force. Et c'est aussi dans cet espace, autant physique que mental, que j'ai pu comprendre la valeur du mot ancrage. Oui, il me faut m'enraciner pour vivre. J'avais appris avec la sophro et l'hypnose comment me connecter à moi et trouver par le sol ou par mon centre un amarrage puissant. Puis, dans le respect de cet environnement vital, j'ai découvert comment faire croître mes racines, les miennes et non celui d'un autre, comment par le respect d'un recentrage régulier, je peux construire, créer des attaches auxquelles je donne un sens. Je consacrerai bientôt un épisode à ce sujet, où j'évoquerai le lien de ces angoisses avec cette peur première qui est celle de mourir, où je parlerai aussi de mon besoin permanent de stabilité, de mouvement et de maîtrise. Je voudrais conclure ce chapitre en insistant sur le fait que je n'aurais pu trouver de salut et m'éloigner de mes peurs si je n'avais pas fait de mon corps, de mon enveloppe, de mes contours un outil fondamental pour me dissocier de ce monde auquel je suis bien trop sensible. Cette séparation me définit tout en me protégeant émotionnellement. Elle m'ancre dans une réalité, m'évitant un voyage dans les hautes sphères mentales sans limite ni raison. Si je me dois de respecter mon besoin de contrôle, je suis dans mon devoir de ne pas me laisser dominer par mon mental, qui n'est qu'un outil pour avancer et non pour m'enfoncer.